Bonjour à tous, nous sommes jeudi 7 janvier 2016. L'année dernière, à la même époque, une attaque terroriste faisait plus d'une dizaine de morts en France, à Paris exactement. Faut-il craindre un risque d'attaque terroriste dans les DOM? C'est le micro-trottoir que vous verrez tout à l'heure. Sinon, depuis ce matin, c'est la grève sur le réseau Carulis. Plus aucun de ces bus orange ne circule, motif licenciement d'un de leurs camarades. On va parler bien sûr de ce mouvement social. Et puis, comment devenir chauffeur de taxi? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et une formation pour être professionnel dans ce métier, eh on va en parler avec le reportage de Maxime Morel. Et puis, vous le savez, depuis dimanche, c'est le carnaval qui a commencé. Restant là, est en pleine préparation avant le Gosivial. On va en parler aussi avec ce reportage de Yanis Pequeño. Sinon, aujourd'hui, nous allons recevoir, je le disais tout à l'heure, le président du COSGOA, président très médiatique, parce qu'il était déjà hier notre invité de Canadis, mais on va parler d'autre chose tout à l'heure avec lui. Et puis plus tard, Mirella Valerius viendra nous parler de la conjugalité, de la parentalité. Voilà le sommaire de ce ZCL. Je vous salue si vous êtes à table. Bon appétit, c'est parti. On commence tout de suite avec monsieur Sorès, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Il y a eu un changement de gouvernance, on va dire déjà, à la région. Comment ça se passait avec l'ancienne gouvernance? Alors, il y avait quelques difficultés relationnelles entre les institutions. Parce que le CROSS de la Guadeloupe, moi j'ai été élu en 2009 et réélu en 2013. Donc, il n'y avait pas de dialogue permanent entre... C'est de votre faute? Ce n'est pas de notre faute parce qu'on envoyait les courriers, on envoyait nos propositions et il n'y avait pas de réponse. Et depuis 2 ans, il y a non plus, on a eu la suppression de nos subventions annuelles de rencontre d'objectifs. Mais nous, on a surtout voulu démontrer en réaffirmant d'ailleurs l'autonomie du sport, des mouvements sportifs qui est reconnue en France dans les textes de loi, mais également aussi au plus haut niveau, au niveau de l'ONU. Et donc, c'est à partir de cette affirmation, j'ai demandé à l'ensemble du comité directeur de continuer à fonctionner, de faire en sorte de défendre les intérêts du mouvement sportif et essayer aussi d'avancer avec parfois des difficultés financières parce que même il y a un mois, on nous a fait une étude montrant que la Guadeloupe, c'est le seul CROSS de France qui ne recevait pas de subvention de sa collectivité régionale. Oui. Et pour les 26 autres CROSS, ça allait entre 40 000 à 180 000 euros. Donc, vous voyez un peu le manque à gagner lorsqu'on sait que nous avons notamment des salariés, nous avons un budget de fonctionnement, parce que c'est avant tout un budget de fonctionnement, en termes de nous sommes propriétaires de nos locaux, etc. Donc, mais on a pu s'en sortir quand même avec des idées. Alors ça signifie qu'avec le nouveau président de région, vous allez rétablir le courant passera mieux. Monsieur Chalus, c'était à EDF, j'imagine, ça va faciliter les choses. Non, je pense que c'est surtout parce que ce que nous croyons, c'est d'abord en la personnalité des hommes, notamment en dehors du président actuel. Il y a dans cette majorité beaucoup d'anciens dirigeants sportifs, comme lui-même, il a été dirigeant sportif. Tout à fait. Dans plusieurs disciplines d'ailleurs, pas seulement au football. Nous avons aussi beaucoup de personnalités du sport qui étaient sur cette liste qui a gagné. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le monde sportif sera représenté, il aura des relais d'opinion. Mais en dehors de ça, ne pas oublier aussi que le CROSS de la Guadeloupe siège au sein du Conseil consultatif de la culture et de l'environnement. Et à chaque fois, on a toujours eu à faire des observations sur les orientations budgétaires, sur les budgets, à lancer des idées, des propositions. Nous sommes force de propositions de construction. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous allons continuer à fonctionner comme cela et en espérant pouvoir être écoutés dans l'intérêt du sport guadeloupéen. Alors, précisément, on va revenir sur une vieille affaire, enfin vieille, pas si vieille que ça. Il y a 2 semaines, il y a eu une montée de fièvre sur la question du tennis, enfin de la Coupe Davis en Guadeloupe. Il y a eu beaucoup d'échanges entre le ministère et M. Chalus, le nouveau président de la région. Le CROSS avait produit une lettre quelques jours avant. Alors, je ne sais pas si c'est cette lettre qui a déclenché l'affaire. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Non, c'est-à-dire on s'était réunis le hasard 48 heures après l'élection du deuxième tour. Donc, il n'y avait pas encore de président officiel.
Et on a profité aussi pour faire un tour d'horizon de l'actualité immédiate. Et nous, comme nous sommes, le CROSS de la Guadeloupe est au fait de l'actualité sportive et on savait qu'il y avait 2 dossiers qui méritaient un arbitrage rapide du nouveau président de région. C'est le dossier Coupe Davis et également aussi le dossier candidature aux Jeux de la francophonie. Oui. Alors, donc, vous êtes sûr que ça n'a pas influencé, M. Chalus, votre courrier? Non, c'est-à-dire on a pris une position... Vous n'avez pas appelé entre-temps, non? Non, on n'a pas eu d'échange, mais nous, le CROSS, on a eu une position qui était l'analyse. Hein. Je tiens à dire, c'est un comité directeur, c'est quand même 14 membres. Et le hasard, même ce jour-là, le représentant du tennis, qui est vice-président du CROSS, oui. n'était pas présent, il était hors du département. Donc, nous avons analysé les différentes informations qui étaient en notre possession. Et par contre, on a attiré d'abord l'attention en disant, d'ailleurs, c'est dans le courrier, on le dit franchement, c'est de faire en sorte d'organiser cette manifestation parce que la Ligue de tennis avait quand même concurrencé par rapport avec deux autres pays, 2 autres villes de France, plus la Martinique. Oui. Et, donc, essayer de poursuivre donc, cette victoire guadeloupéenne en termes de candidature. Par contre, faire en sorte qu'il y ait vraiment une participation financière de la fédération. On n'a même pas mentionné l'État, mais dans notre esprit, la Guadeloupe à elle seule ne pouvait pas financer cette pareille manifestation. Et de temps en temps, parfois, comme on dit, et ça c'est le mal du sport en Guadeloupe et plus largement de certaines de nos décisions, comme j'aime à le dire, il faut maintenant prendre des décisions avec une calculatrice à la main et une calculatrice dans la tête. Oui. Ça, c'est pour... tout le monde le fait dans le monde entier, donc à nous aussi d'apprendre à gérer comme ça. Alors justement, parlant de calculatrice et de calcul, comme on dit en créole, calcul fait avant compter, est-ce que cette manifestation sur le plan économique, ça peut être quelque chose de positif pour la Guadeloupe, réellement? Alors, je parle de la Coupe Davis. Justement, c'est ce que nous disons, et d'ailleurs, ça fait depuis des années, on le dit, notamment au sein du Conseil de la Culture et de l'Environnement. Hier encore, on était dans une réunion de commission, on a réfléchi sur cela. Maintenant, il ne suffit pas de le dire, il faut maintenant le chiffrer. Oui ou non, avons-nous les moyens d'analyser en amont, ensuite aussi, après l'événement, de faire des études d'impact économique? Est-ce que nous avons ce qu'il faut à l'université pour le faire? Est-ce que, par exemple, le CTIG, qui est en charge du développement du tourisme en Guadeloupe, a cette cellule ou bien cette capacité d'actionner, de commander des experts pour analyser l'impact d'événements sportifs avant que ce soit après, avant aussi de faire des candidatures? Donc, nous nous posons la question et nous voulons absolument maintenant que la Guadeloupe puisse s'inscrire dans une démarche qui permet aux décideurs guadeloupéens d'avoir des éléments chiffrés avant de se porter candidat et aussi après aussi la réalisation de la manifestation, parce que hier encore j'entendais à la radio effectivement développement touristique, la route du Rhum, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne comprend pas trop bien le nombre de touristes, les hôtels qui se ferment, etc. Donc, il nous faut absolument avoir des données chiffrées. Je vais vous rassurer. Hier, à votre place se trouvait M. Louis Coulon, qui est le président de l'Office guadeloupéen du Carnaval, à qui nous avons posé la même question et qui disait qu'il n'avait pas de comparateur. Il n'avait pas d'outils, de mesure et qu'il était incapable aujourd'hui de nous dire si réellement le carnaval tel qu'on le vit depuis une quarantaine d'années qui est en expansion rapporte quelque chose de concret. Enfin, en tout cas, on ne peut pas mesurer. Ce n'est pas encore mesurable. C'est un outil qui envoie. Alors, vous encouragez les ligues telles que le tennis. Bon, cette affaire, on verra. Alors, il est prévu, M. Chalus l'a annoncé, 2000 personnes qui devront participer à cette finale. Finalement, on apprend que 8000 sont prévus. Et la question est posée, on m'a dit que tous les gîtes sont déjà réservés, il n'y a plus de place en hôtel au mois de mars. Peut-être du point de vue de l'hôtellerie, ça peut être un succès, mais enfin, ça reste à voir. Alors, deuxième sujet, c'est la question de la francophonie, des Jeux de la francophonie. M. Lurel avait annoncé de façon assez péremptoire une fois que la Guadeloupe pourrait être candidate ou serait, je ne sais pas où en est le dossier. Est-ce que, puisque vous êtes inscrit en faux contre cette proposition, est-ce que la Guadeloupe aurait intérêt à participer, à s'inscrire dans ce genre de dynamique? Alors, je précise que Lurel avait laissé entendre et dire qu'il fallait construire une série de stades sur tout le territoire guadeloupéen. Alors là aussi, c'est pour ça que je dis, c'est des données chiffrées. Vous avez pris l'exemple du carnaval, je dis que nous ne sommes pas moins que les autres. À Trinidad, un mois après la fin du carnaval, le ministre
présente devant le Parlement le bilan rapport. chiffré, le rapport. Et là, j'ai entendu, ils ont annoncé, ils ont débattu, il y a moins 20%, moins 30% d'aide au carnaval, mais tout cela est chiffré. Tout à fait. Et donc c'est pour ça. Et là, nous avons l'exemple même d'un dossier qui, à notre sens, au comité olympique est un peu vide, c'est se porter candidat au nom de la France pour organiser les Jeux de la francophonie en 2021. Cela signifie que non seulement le dossier de candidature qui a été présenté ne tient pas la route. Malheureusement, bon, on a très peu de chance vis-à-vis des autres concurrents canadiens. Mais aussi, nous n'avons pas été consultés. En termes d'infrastructure, c'est la question qui va être posée par l'actuel président de région. Est-ce que nous irons en mars au Sénégal défendre ce dossier? Cela signifie, pour les Guadeloupéens, qu'entre 2016 et 2021, il faut investir dans des infrastructures que nous n'avons pas actuellement. Ouais. Donc, je pense que c'est même pas la peine d'essayer de chiffrer. Je prends un exemple, la mise aux normes FIFA du Stade des Abîmes, selon les dires des techniciens abîmiens, c'est 8 millions d'euros. Oui. Donc, il en faut 4, ne serait-ce que pour le football. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut être raisonnable. Par contre, ce qui nous intéresse dans la nouvelle majorité, c'est cette idée de prospective. Donc, maintenant, on va partir, on va mettre les choses à plat. On va faire en sorte qu'il y ait un schéma de développement du sport, un schéma d'aménagement, une stratégie d'accueil des événements et ne pas nous précipiter, mais essayer de regarder non seulement sous la mandature, mais pour les ligues et comités qui seront renouvelés cette année, aussi 2 Olympiades, c'est-à-dire 2016-2020, 2020-2024, pour que chacun puisse non pas faire par des coups médiatiques, mais savoir si moi, Ligue de football, je veux accueillir la phase finale de la CONCACAF, ça sera peut-être en 2019 ou en 2021, mais j'ai le temps de chiffrer, de préparer. Voilà. Alors, je reviens sur la question de la Coupe Davis, parce que j'ai cru comprendre que les Martiniquais disaient qu'ils avaient des structures plus adaptées, capables de recevoir une telle manifestation. Non, c'est-à-dire sur le dossier martiniquais, en termes de structures plus adaptées, c'est sûr que dans le cahier des charges, si on vous demande, par exemple, 4 hôtels 5 étoiles, c'est sûr que la Guadeloupe ne peut pas répondre que j'ai les 4 hôtels 5 étoiles. Bon, on va mettre dans un dossier que nous avons 2, que la Martinique a peut-être un peu plus que nous, mais... Et aussi l'argument disant que le stade a déjà accueilli... le stade Dillon a déjà accueilli suffisamment d'événements. Mais effectivement, je pense que là, c'était pas... Ils ont joué sur ça, mais à ce niveau-là, je veux rassurer aussi les Guadeloupéens. Parfois, on entend le débat qui consiste à dire que c'est de l'éphémère. Bon, je veux dire, effectivement, là, c'est pas vraiment techniquement ça le débat. Paris-Plage, on fait venir du sable, la Seine, patinage artistique glace, on peut faire des... Bon, je pense qu'il y a... et faire la différence entre ce qui peut apparaître comme des dépenses, ce qui peut apparaître aussi comme de l'investissement et du gaspillage. C'est toute la différence. Et je pense que malheureusement, il y a eu une précipitation par rapport au tennis français qui a dit nous faut jouer en France sur terre battue au mois de mars. Donc, ou en France, je peux jouer sur terre battue n'est pas homologué, paraît-il. Ça existe en Guadeloupe, mais elle n'est pas homologuée. Donc, il va falloir faire venir de la terre battue made in France. Oui, donc bon, je pense que... Et c'est pour cela qu'il faut une participation de l'État, de la Fédération française de tennis. Ce n'est pas seulement à la Guadeloupe, pour contribuer à Guadeloupe et à la région Guadeloupe, de financer tout cela. Je pense qu'à ce niveau-là, les négociations vont porter leurs fruits. Et là aussi, la difficulté entre Guadeloupe et France, la difficulté aussi, c'est ce manque de financement privé où... Là aussi, on voit aussi que nous sommes encore dans des stratégies où il faut l'intervention de l'État, des ministres. Alors si on jette un coup d'œil plus global, on va revenir tout à l'heure au meilleur sportif de la Guadeloupe pour l'année qui s'est écoulée. D'une manière globale, comment se porte le sport guadeloupéen aujourd'hui, vu du côté du cross-gras? C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de recevoir ici M. Toutoun, que tout le monde connaît, qui n'est pas très content des performances en matière d'athlétisme. J'ai eu d'autres spécialistes qui disent à peu près la même chose. Aujourd'hui, il y a un reflux. La Guadeloupe, qui est soi-disant terre des champions, ne produit pas tant de champions que cela qu'il y a quelques années. Bien sûr, on a Ménocian, mais enfin, quand on regarde derrière, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors nous, ce que nous en pensons, c'est-à-dire que nous avons instauré donc, la cérémonie des meilleurs sportifs de l'année. Justement, ça nous sert
à la fois d'une fête, mais également aussi surtout d'un baromètre, et ça nous permet d'une photographie de la réalité, c'est-à-dire à l'année, par exemple en 2015, est-ce que j'ai eu des champions d'Europe, des champions de la Caraïbe, des champions de France dans toutes les disciplines, et ça nous permet d'avoir un regard. Chaque année, nous avons aussi un baromètre qui a été publié récemment par le ministère de la DGSCS, c'est le nombre de sportifs de haut niveau classés officiellement par l'État. Donc ça aussi, et nous apprenons par exemple en athlétisme, il n'y a que 7 jeunes. Donc voilà, donc c'est la réalité du sport guadeloupéen. Et en même temps, cette réalité, c'est une réflexion que nous avons commencé à mener donc, au sein du Conseil de la culture et de l'éducation. Et à un certain moment, il faudra dire ça suffit, dans une certaine façon de faire la politique sportive, de financer même la politique sportive. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ces dernières années n'a pas forcément contribué au développement du sport en Guadeloupe parce qu'il y a eu des choix sans concertation. Et il y a eu surtout par rapport aux autres régions de France, lorsqu'on compare, par exemple, on dit que la Guadeloupe, si on vous dit que la région Guadeloupe donne X millions pour le sport, malheureusement, on regarde que c'est le plus souvent 80% en fonctionnement. Donc il y a eu très peu d'investissements sur les 10 dernières années. C'est-à-dire, on peut même dire qu'il n'y a rien eu. Cipoto a inauguré le Vélodrome, Lucette Michel-Chevry a inauguré donc, le Palais des Sports de Bastère qui est malheureusement fermé. Qui ne fonctionne pas. Les 10 dernières années, les 2 dernières mandatures, il n'y a pas eu d'investissement en infrastructure sportive, il n'y a pas eu de rénovation d'infrastructure sportive. Il y a le stade de Pointe-à-Pitre quand même. Il y a eu le 3 étages du Vélodrome à 2 reprises, rénovation. Il y a eu l'hippodrome aussi, une promesse non tenue. Il y a eu le centre technique de football qui a été voté en autorisation de programme en 2009. Qui n'a jamais vu le jour. Qui n'a jamais vu le jour, même pas la première pierre. Voilà, on pensait aussi que les infrastructures au niveau du lycée de Bainbridge, donc ça n'a pas été fait. Notre campus universitaire, qui est une honte quand on sait qu'il y a des 500 étudiants en première année de STAPS, il n'y a pas de piste d'athlétisme, il n'y a pas... quand il pleut, il faut arrêter de jouer au handball dans le gymnase. Enfin, voilà, donc, contrairement à la Martinique et notamment par exemple la Guyane, la Réunion, pour ne prendre que ceux qui nous ressemblent, et c'est même pas la peine de parler des régions de France qui ont profité de trucs à plus haut niveau, nous n'avons pas eu cette politique d'investissement. Un, et à deux, en fonctionnement, nous avons privilégié parfois de l'événementiel, du coup par coup, et sans avoir une politique avec des contrats d'objectifs de long terme, quoi, c'est ça. De long terme, avec des contrats d'objectifs, notamment en termes de formation et de résultats. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pris du retard à ce niveau-là, mais cela signifie qu'il nous faut remettre les choses à plat et maintenant repenser une politique sportive. Alors, cette fois-ci, comme le sport n'a pas eu une compétence exclusive pour telle ou telle collectivité, là aussi, ce que nous disons dans notre réflexion, peut-être en Guadeloupe, il faut une fois pour toutes se dire que la Guadeloupe, c'est 400 000 habitants, c'est 1700 km², donc peut-être faudra mutualiser, sûrement mutualiser, avoir une politique partagée et ne pas vouloir faire de la concurrence entre différentes collectivités. Mais bon, la nouvelle loi et la nouvelle donne au niveau politique va nous permettre de réfléchir en 2016 pour mettre en place donc, cette stratégie. Donc le CROSS va vraiment jouer son rôle désormais aux côtés donc, du nouveau président de région, enfin de la nouvelle structure régionale. Oui, ça c'est évident. C'est-à-dire que... c'est plus qu'un souhait, là. C'est plus qu'un souhait, mais c'est la réalité. Les bouleversements actuels en France, que ce soit avec les lois de décentralisation, avec les super-régions qui vont être nos concurrents. Parce que lorsqu'on dit que les CREPS, chaque région a son CREPS, nous, on va hériter nos CREPS. Là aussi, ça sera à coup de millions parce que la piste d'athlétisme, il faut refaire, etc. Donc voilà, il faut refaire de l'investissement. Comment concurrencer, c'est-à-dire faire nos jeunes rester au CREPS de Guadeloupe, attirer d'autres personnes à ce CREPS de Guadeloupe, alors que nos concurrents s'appellent le CREPS de Bordeaux, voire même l'INS. Voilà, l'INS qui ont des capacités, des grandes régions avec beaucoup de financement. Donc voilà la réalité des choses et je dis que comme le sport français s'interroge, les collectivités françaises s'interrogent, 2016 c'est l'occasion pour nous de nous interroger comment mettre en place une politique sportive et si possible, comme c'est une compétence partagée, comment faire en sorte de mutualiser les moyens. La question qui se pose aussi au regard de ce que vous dites, c'est est-ce que le sport, en Guadeloupe en tout cas,
dans cette perspective, peut être un facteur de développement économique. C'est-à-dire, on parle bien de sport business un peu partout. Le sport, c'est un business, que ce soit au niveau olympique, footballistique, etc. Basket, est-ce que dans notre région Guadeloupe, avec nos 400 000 habitants et nos 1780 km², on peut penser un sport comme élément de développement économique? Je ne parle même pas de création d'emplois, je parle uniquement de développement économique. Oui, et ça c'est langue aussi, il faudra définir aussi ce champ de compétences de la région. C'est-à-dire, la région va s'occuper du sport, mais de quel sport? Sport de compétition, oui. Mais sport aussi, développement économique. C'est-à-dire, on prend l'exemple, la formation professionnelle, faire en sorte que si on a à Ravenshood, il faut que ce soit des jeunes diplômés qui puissent être embauchés à Ravenshood, développer la randonnée, les pistes de randonnée avec le département qui est compétent, mais également aussi avoir le maximum de jeunes formés pour la fois, et ce tourisme sportif, là aussi, en collaboration, CTIG Région. C'est pour ça que je vous dis, tôt ou tard, on sera amené à mutualiser les compétences et à se donner des objectifs chiffrés en termes d'économie, en termes de sport business et en termes de développement. Sinon, et le sport pour tous aussi, il ne suffit pas de mettre quelques parcours sportifs, il faut développer également aussi les compétences, la formation, l'encadrement des ligues et comités. Donc, c'est tout un chantier. Il y a du travail là. Parce qu'il y a eu du retard. On a pratiquement 10 ans de retard. Accumulé, oui. Il y a eu beaucoup de retard accumulé. Alors, je pose la question quand même. Bon, allez, sur la route du Rhum. Alors, c'est sur le chiffrage après, c'est tout. La route du Rhum, non pas un chiffrage après, c'est maintenant un chiffrage avant. C'est-à-dire, on a l'impression que on passe route du Rhum 6 mois ou 1 an avant la route du Rhum. Or, la route du Rhum, c'est tous les 4 ans, voire tous les 8 ans. Donc, il nous faut vraiment anticiper, ne pas accepter d'avoir le couteau sous la gorge. Oui. Donc, là aussi, le cross au sein du CCE, on avait déjà fait 2 propositions. Proposition, c'est l'impact. Oui. L'impact de l'événement, bien analyser l'impact et comment, à la limite, en bénéficier. Et deuxièmement aussi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'il n'appartient pas à la collectivité régionale d'entrer dans le capital de l'organisation, parce qu'à un certain moment, on n'a pas le pouvoir de décision sur certaines stratégies. Et pourtant... On a vu qu'on a posté parti. Voilà. Et pourtant, on se retrouve être le seul principal sponsor officiel non privé. Donc, c'est-à-dire les privés partent. Et nous, on se retrouve en train de combler ce vide. Donc, il nous faut avoir une autre stratégie d'approche si on veut vraiment conserver cette manifestation et en bénéficier surtout. Parce que le but n'est pas de le conserver, le but c'est surtout de savoir si c'est bénéfique pour la Guadeloupe. Oser poser des questions maintenant, je dis. Poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Par exemple, Concorde n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Donc, la route du Rhum, ce n'est pas forcément éternel. Pourquoi pas la Martinique, si la Martinique a une autre stratégie, et pourquoi pas la Guadeloupe, si nous mettons en place une stratégie, mais oser avec des chiffres, avec des analyses chiffrées, oser vraiment poser des questions en termes de stratégie et de financement. Alors on va terminer rapidement avec du positif, puisque quand même le Cross-Goa a bien sûr un regard mais, sur ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, mais récemment vous avez quand même, en Amérique latine en tout cas, réussi à arracher, on peut dire, presque avec les dents, un certain nombre de signatures. Est-ce que ce serait peut-être bon d'y revenir rapidement, de rappeler ça à nos téléspectateurs? Alors oui, nous avons pu obtenir de nos amis de la Caraïbe et d'Amérique centrale cette possibilité. Ils ont fait l'effort, ils ont admis cette possibilité de modifier leur statut pour nous permettre de devenir membre associé, de participer donc aux compétitions de la zone. Mais maintenant, à nous, on fait plus d'efforts encore ici en Guadeloupe pour dire à certains présidents de ligues et comités, à certaines personnes qui sont responsables de l'encadrement et du développement du sport en Guadeloupe, de faire en sorte que les ligues et comités de Guadeloupe puissent adhérer à leur confédération et donc participer. Alors, parfois on nous oppose les coûts de transport dans la Caraïbe. Je dis non, à un certain moment, il faut savoir ce que nous voulons. Nous sommes dans une zone où le développement du sport c'est une réalité, où dans certaines disciplines ce sont les meilleurs au niveau international, donc il nous faut y aller. Donc c'est pour ça que je dis rugby, basket, il y a des sports comme ça qui sont un peu en retard dans leur intégration dans cette zone géographique. Okay. Il faut y aller. Jusqu'au mois de mars, ça sera le principal travail du président du CROSS, c'est-à-dire de recevoir les présidents de ligue et comités avant les élections qui vont déterminer les Olympiades futures, pour leur dire
voilà, maintenant que le cross y est, il faut que chaque discipline puisse intégrer leur confédération et espérer motiver les jeunes Guadeloupéens, parce que ça aussi, ça motive le jeune Guadeloupéen. Comme je dis, c'est la différence d'agenda et d'objectif entre le jeune athlète de Jamaïque et le jeune athlète de Guadeloupe. C'est-à-dire si on a comme seule perspective les championnats de France et les championnats d'Europe, oui, alors que tout autour de soi, il y a ça bouge, il y a des compétitions. Et ça crée des champions. Et ça crée des champions. Souvent avec des moyens que nous n'avons pas. Voilà, donc, et on trouve les moyens. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pourquoi un jeune Haïtien trouve les moyens de participer à telle ou telle compétition et pas le jeune Guadeloupéen. Donc je pense que non, les moyens financiers, on peut trouver des solutions. D'accord. Mais il faut y aller. Alors, dernière chose, et on se quitte là-dessus, rendez-vous pour le meilleur sportif de la Guadeloupe. Alors, la cérémonie pour les meilleurs sportifs de la Guadeloupe, c'est le 16 janvier à Bastia cette année, en alternance. Et le public peut voter pour les meilleurs sportifs femmes et hommes de l'année 2015 sur le site internet du cross de la Guadeloupe jusqu'au 14... www.crossguadeloupe.fr crossguadeloupe.com, donc jusqu'au 14 janvier. Le vote du public pour les 2 meilleurs sportifs de l'année, femmes et hommes. Ben écoutez, monsieur Soares, merci d'être venu. En tout cas, ça a été un talk vraiment intéressant parce qu'on a appris pas mal de choses. Et puis, on se rend compte d'une chose à votre écoute, c'est que le sport guadeloupéen, il est vraiment en difficulté d'une manière générale et qu'il a pris du retard. Mais on vous fait confiance et on espère que dans les jours et mois et années qui viennent, que ça a été mieux. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà, il est pratiquement 13h. On prend une page de pub. On remercie M. Soares et on se retrouve tout à l'heure pour le développement du journal. Et ensuite, bien sûr, la chronique de Mme Mirella Valerius, qui est déjà là et qui se prépare, qui va nous parler de conjugalité et de parentalité. C'est tout à l'heure. Maintenant, c'est la pub. Voilà, il est 13h04. Retour donc dans le ZCL. Je vous annonce tout de suite la chronique. Tout à l'heure, je vais vous dire le titre. Conjugalité et parentalité. C'est Mirella Valerius qui est déjà là, qui la fera. Et puis plus tard, nous aurons notre chronique juridique avec Maritza Bernier et donc France Calvert. Mais pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était cette grève. C'est cette grève ce matin du réseau Carulis. En fait, depuis ce matin, la région Pointe 3 des chauffeurs de bus Carulis ont entamé une grève illimitée. Ils exigent de la direction l'annulation immédiate et sans condition du licenciement de leur camarade salarié Michel Menroux. Une équipe a été sur place à la rencontre des grévistes. Reportage tout de suite avec Nicolas Hatchi. Un mouvement depuis par rapport au licenciement abusif de ces camarades-là et que je dis là, nous mobiliser pour une grève illimitée et par rapport à la réunion-là que nous avons l'après-midi là, à l'issue de la réunion-là, nous avons ça pour faire 6 mouvements à continuer ou si tout est encore arrêté. De décider de licencier par rapport à un paquet de chefs d'accusation, on va créer ça. Et nous trouvons ça disproportionné parce que pour j'arrive jour la veille, c'est que il vraiment fait des butins qui irréparables dans la société là, alors que nous travaillons tous les jours et nous pas ces qualités problèmes là ça éveille dans l'entreprise là. Comme vous-même vous constatez, la moitié des salariés mobilisés, donc effectivement, vous voyez 2 ou 3 voitures en chemin là, donc pour nous ça va constituer un service minimum, d'accord? Donc nous pas de problème à niveau là, sa voiture qui a fonctionné quand vous en chemin là, mais si ça continue, ça perdurer en l'état là, ça, à part quoi peut-être que forcément nous arrivons à faire service minimum. Non, nous ne sommes pas là pour l'argent. Nous sommes là pour demander uniquement arrêt à la procédure là et réintégration à camarades là dans l'entreprise là. Il faut quand même rappeler que la société Stack dessert avec les bus Orange qu'on connaît très bien dans la région pointoise, les Abîmes, Bémao, Gouzier et Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, la société Stack, qui est l'exploitant du réseau Carulis, présente ses excuses à l'ensemble des usagers pour la gêne occasionnée, puisqu'il n'y a pas de bus depuis ce matin dans la région pointoise. Elle assure qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer un service minimum dans les meilleures conditions de sécurité. Les parties devraient normalement se rencontrer cet après-midi
pour un round de négociation. On quitte donc le domaine du transport et on se transporte un peu dans la région parisienne. Vous vous souvenez, c'était l'année dernière, à la même époque, ce même jour, du 7 janvier 2015, une attaque terroriste avait fait plus d'une dizaine de morts. Parmi ces morts du dessinateur très connu, je vais citer Wolinski, Charb, Cabu, Tignous et aussi M. Maris qui était un économiste qui participait au journal chez Charlie Hebdo. D'ailleurs, aujourd'hui, Charlie Hebdo a sorti un numéro spécial à plus d'1 million d'exemplaires qu'on aura l'occasion de vous présenter ici. Mais sinon, on revient à la Guadeloupe et on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a des risques d'attaques terroristes en Guadeloupe. Alors, selon une étude Ipsos menée le mois dernier, 3 Antillais sur 10, quand même, estiment que le risque d'attaque terroriste dans nos régions est élevé. Nous avons été sur le terrain, recueillir les impressions des Guadeloupéens. Reportage Nicolas Hachi et Maxime Morel. On regarde tout de suite. Je ne sais pas vraiment parce que bon, c'est vrai qu'aux Antilles, on n'en parle pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup parler des attentats ici aux Antilles. Mais c'est vrai que quand on voit l'étendue de l'événement, comment ça atteint beaucoup de personnes là-bas en métropole, on se demande justement est-ce que ça va se produire. Et c'est vrai que quand on entend aussi parler des jeunes antillais qui rejoignent les djihadistes, on se pose des questions. On se pose des questions. Et pour ma part, je me demande vraiment est-ce qu'on ne va pas être touché par les attentats. Mais tout ce qu'on espère, c'est que la France puisse vraiment prendre conscience de tout ce qui se passe et surtout que les autorités puissent nous protéger tant qu'ils le peuvent. Et voilà. Ben oui, c'est comme je peux dire, c'est monnaie courante parce qu'on en parle beaucoup. Mais je crains. D'accord. Vous pensez que nous ne sommes pas si éloignés en fait d'un risque. Ça peut se faire aux Antilles. Ça peut se faire, oui, ça peut se faire. Nous sommes visés. Comme nous faisons partie de la France, je dis que nous sommes visés. Non, pas du tout. Je suis de nature optimiste. Et non, pas du tout. J'ai pas d'inquiétude par rapport à ces événements-là, ou ces futurs événements. Je sais pas, hein, ça reste à voir hein, après. On sait jamais dans la vie de toute façon. Hein. Vous pensez que nous ne sommes pas à l'abri On n'est pas à l'abri de grand-chose maintenant. Hein. Avec toute la violence qu'il y a, on est à l'abri de rien maintenant. Hein. Personne n'est à l'abri, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Nous ne sommes pas à l'abri parce qu'ici, il y a des âmes qui circulent partout. Partout, il y a des âmes qui circulent. C'est un mouvement international, donc obligatoirement, il y aura sûrement des gens qui auront envie de faire la même chose, ne serait-ce que pour pouvoir imiter les autres, sans aucune raison, mais ne serait-ce que pour imiter. Il faut rappeler que ce matin, un commissariat de police a été attaqué, non pas en Guadeloupe, mais à Pointe-à-Pitre. L'homme qui brandissait un couteau avec une fausse ceinture d'explosifs a été abattu par les policiers. On va quitter ce domaine un petit peu tragique, on va revenir à des considérations plus psychologiques. Et là, nous entrons dans le domaine de la conjugalité, de la parentalité, de la médiation familiale. Et comme chaque quinzaine, nous avons notre spécialiste de la question, Myrila Valerius. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci à vous aussi. J'espère que vous continuez votre travail régulièrement dans le cadre de la médiation familiale. Et justement, je disais, on va parler de conjugalité, de parentalité. Qu'est-ce qu'on entend par conjugalité? Alors, la conjugalité, c'est vraiment, ça définit principalement l'essence du projet conjugal. C'est-à-dire que c'est l'envie profonde pour deux personnes de réaliser un certain nombre d'actions ensemble, de pouvoir former un couple à deux et avec une nécessité par la suite de pouvoir accéder à la parentalité. Alors, c'est l'antichambre du mariage? L'antichambre du mariage, c'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, parfois de façon très rapide, ce qu'on appelle le coup de foudre, oui. Parfois de façon un peu toujours, plus... le coup de foudre. Toujours, visiblement. Oui. Parfois avec un peu plus de recul, où les personnes prennent vraiment le temps d'évoluer, de se connaître ensemble, et par la suite, effectivement, puisque nous sommes encore dans une société où le mariage est encore une institution, et très prôné, donc ensuite, l'accès au mariage et donc à la fécondité. J'ai envie de poser quand même la question subsidiaire. Quand vous dites deux personnes, quel que soit leur sexe. Quel que soit leur sexe.
D'accord. Alors, on parle de la conjugalité à la parentalité, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire on s'est mis ensemble et on devient parent. Alors, la parentalité est bien entendu l'aboutissement en quelque sorte de la conjugalité, surtout dans nos sociétés. Donc, une fois qu'on a effectivement eu accès à cette conjugalité, donc on passe bien évidemment à la phase de la parentalité, sachant que la parentalité est bien entendu la possibilité pour deux personnes d'avoir ensemble, on a bien dit tout à l'heure, peu importe le sexe, puisqu'on parle aussi d'homoparentalité, d'avoir un enfant ensemble. Alors, marié ou pas, hein? Marié ou pas. Alors, donc, alors, il y a une autre notion qu'on vous introduit, c'est la coparentalité. Alors, la coparentalité, c'est la possibilité pour deux personnes, l'accès pour deux personnes à l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que les personnes ont les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de l'enfant, deux personnes qui vivent ou qui ne vivent plus ensemble. Donc, qui sont séparées, mais qui ont eu un enfant ensemble. Donc, on parle de coparentalité parce que chacun aura les mêmes droits et devoirs vis-à-vis de cet enfant. Ça, du point de vue moral ou du point de vue juridique? D'un point de vue moral et juridique, puisque maintenant c'est un terme, effectivement, c'est une notion qui est de plus en plus utilisée, hein, la coparentalité, bien évidemment pour, d'un point de vue moral, comme vous le dites, bien asseoir cette spécificité, cette possibilité des deux parents, cette égalité de traitement des deux parents vis-à-vis des enfants communs. Alors, il y a des atouts pour cette coparentalité? Alors, la coparentalité, les atouts, bien entendu, c'est l'égalité des droits et devoirs, mais c'est aussi permettre à chacun de pouvoir éduquer l'enfant suivant ses principes, suivant ses concepts, suivant son histoire de vie. Et c'est permettre aussi aux deux parents, quel que soit leur sexe, bien entendu, d'être évalués sur le même pied d'égalité. Oui. Alors, on en a parlé tout à l'heure de l'homoparentalité. Alors, c'est une notion qui n'est pas nouvelle, mais enfin, disons, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Comment on l'introduit dans cette notion de coparentalité? Alors, l'homoparentalité, c'est un terme nouveau, hein, tout comme la coparentalité. Mais, si vous voulez, il n'y a pas véritablement... L'homoparentalité n'existe pas plus que l'hétéroparentalité. Oui. Donc, l'homoparentalité, c'est vraiment la possibilité pour deux personnes... Qu'est-ce qui définit deux personnes de même sexe qui ont un enfant en commun, donc qu'il soit l'enfant de l'un ou l'enfant de l'autre, ou un enfant qui a été adopté. Oui. Donc c'est vraiment deux personnes qui élèvent un enfant en commun. C'est pas quelque chose d'anodin, puisqu'en France, il y a entre 200 à 300 000 enfants tout de même qui sont élevés par des couples homoparentaux. Donc qu'on soit bisexuel, transsexuel, homoparental ou hétéroparental, l'important pour l'enfant, en tout cas, c'est de pouvoir être élevé par deux personnes qui vont pouvoir lui prodiguer affection, amour, éducation et protection. Vous voulez dire par là que un enfant élevé par des homosexuels peut se grandir et croître tout à fait normalement sans aucun problème particulier, psychologique ni rien? Le plus important pour l'enfant, c'est que les choses soient claires, bien définies, que ce soit par les parents, que ce soit vis-à-vis de lui. Donc que les personnes soient positionnées, que les personnes puissent être au clair avec leur situation. Et l'enfant, effectivement, évoluera dans cette famille, hein, avec les parents qu'il aura pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les coparents exactement? Alors, les coparents, ce sont, dans un premier temps, les deux parents biologiques de cet enfant, qu'ils soient séparés, qu'ils soient en situation d'éloignement ou pas. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des parents substitutifs ou des parents additifs. C'est-à-dire on va prendre la situation où juridiquement l'enfant n'a qu'un seul parent, que l'autre parent n'est pas reconnu, mais que ce parent ait refait sa vie avec un autre compagnon, conjointe ou conjoint, mais que cet autre parent, pourra être qualifié de parent additif. Additif, oui. Voilà. Je note, oui, oui. Donc, dans la mesure où, parent de substitution, pardon, oui. Dans la mesure où il viendra remplacer une place vacante. Nous avons aussi ce qu'on appelle des parents additifs. Donc, le parent additif, c'est le parent qui vient, le conjoint qui viendra avec un parent qui est en situation de séparation. Donc, il ne s'agit pas d'ôter la place de l'autre parent, mais véritablement au quotidien de participer à l'éducation de cet enfant. Mais l'enfant s'y retrouve dans ces... Alors,
tout à fait, dans la mesure où ce sont des termes qui sont employés qui peuvent être parfois complexes. Mais alors nous avons plusieurs configurations. On a les deux parents, tout court. On a un parent, mais qui n'a pas une famille, avec un enfant dont l'autre parent n'a pas été identifié, mais qui la place est prise par le nouveau compagnon de la maman ou la nouvelle compagne du papa. Et une troisième nomenclature, entre guillemets, une troisième nomenclature où pas forcément beau-père et belle-mère, puisque le parent peut être identifié comme père ou mère, s'il n'y avait pas une autre place auparavant. Et le couple, effectivement, beau-père et belle-mère, où le beau-père ou la belle-mère intervient au quotidien auprès de l'enfant. Le plus important étant que celui-ci ne vienne pas en remplacement du parent existant, ou que le parent existant ne soit pas dénigré par rapport en favorisant le beau-père ou la belle-mère. Là, on est dans la situation idéale, mais quelquefois, ça cause problème. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la médiatrice ou le médiateur familial. Alors, le médiateur est là pour transformer, si vous voulez, toute cette violence qu'il pourrait y avoir lors des séparations notamment, en conflit, transformer le conflit en parole, en acte, en décision, toujours au bénéfice de l'enfant. Donc, nous sommes là véritablement pour accompagner tout un chacun dans cette mise en place d'une coparentalité apaisée afin justement de favoriser l'émergence des places et rôles de chacun, que chacun puisse s'y retrouver, parfois dans ses familles recomposées, et que justement cet enfant puisse évoluer, cet enfant ou ces enfants puissent évoluer dans une famille en tout cas unie. Alors ça signifie qu'il y a quand même des limites pour la coparentalité finalement. Alors, la limite de la coparentalité, ce serait bien évidemment une excessivité de la monoparentalité. Que je m'entende. En termes clairs. Nous avons des situations où parfois il y a une aliénation parentale, où l'enfant va être instrumentalisé, entre guillemets, et il va rejeter son autre parent. Donc là, effectivement, même dans une situation coparentale, ça va être difficile pour l'autre parent de pouvoir s'affirmer, de pouvoir prendre sa place, puisqu'il y a un dénigrement, il y a un tel rejet par l'enfant du fait de la manipulation, parfois de l'autre parent. Donc, en général, c'est les mères qui font ça. Pas forcément. Ça peut être aussi des situations. Je pose la question. Ça peut être aussi des situations où la mère. Les mères prennent les enfants en otage. Non, pas forcément. C'est vrai qu'on parle beaucoup de matrifocalité et de monoparentalité féminine, mais il y a des situations où la situation de monoparentalité peut être masculine. Donc où le père se retrouve seul avec les enfants, et effectivement où la mère peut être rejetée, peut être dénigrée. Alors, justement, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, la coparentalité, bien évidemment, est antisexiste dans la mesure où, justement, il s'agit bien évidemment de favoriser l'égalité du père et de la mère, donc l'égalité des sexes, donc entre père et mère. Ça veut dire que la législation a été revue dans ces domaines? Alors, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas de place véritablement attribuée aux parents additifs ou substitutifs. Et au niveau de l'homoparentalité, bon, on va pas faire de politique, mais il y a grand débat, bien sûr, là-dessus, quant aux prises de position et quant à la place véritablement qu'aurait le conjoint homoparental. Alors, on revient à votre fonction. Dans ces cas-là, il y a toujours, les choses ne se passent pas toujours très bien, il y a quelquefois des conflits. Quel rôle, comment la médiation familiale peut répondre aux attentes des parents? Parce qu'en fait, il faut le dire à nos téléspectateurs, Myrila Valerius, elle est médiatrice, et médiatrice familiale, c'est quoi? C'est une personne qui intervient quand il y a un conflit entre deux parents à propos d'un ou des enfants. Et c'est à ce moment-là que les questions se posent avec acuité, et vous êtes là pour déminer le terrain. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avec la médiation familiale, par le biais de la médiation familiale, nous allons éviter la disqualification de l'autre parent. Nous allons faire en sorte que chacun puisse faire émerger ses compétences, que chaque rôle puisse être reconnu à partir du moment où les deux parents, je parle dans une situation de séparation bien entendu, où les deux parents auront affirmé la nécessité de la coparentalité. Nous allons pouvoir transformer tout cela, transformer ces paroles en actes décisionnels par le biais de la rédaction d'un protocole d'entente, un protocole d'entente qui sera signé en fin de médiation et qui pourra être transmis au juge aux affaires familiales pour homologation. Et s'il n'est pas respecté? Alors, s'il n'est pas respecté, il y a toujours possibilité de revenir en médiation, de rediscuter sur les points qui n'ont pas été respectés. Alors, si je comprends bien, la médiatrice, c'est vraiment la personne de l'apaisement.
la facilitatrice de la communication, de l'apaisement, qui va, avec les personnes, avec la collaboration des personnes, amener, accompagner à l'élaboration d'un projet d'entente. Alors, question subsidiaire, ça marche bien? Je veux dire, dans les conflits aigus entre deux parents, est-ce que vous arrivez vraiment à l'apaisement? Nous allons dire que nous avons de très bons résultats sur ce sujet-là, d'autant que le plus important pour nous, ce n'est pas forcément d'arriver à la rédaction d'un protocole d'entente, mais que chacun puisse se dire les choses, qu'ensemble, ils puissent définir les besoins de leur enfant et, en tout cas, définaliser le contour de l'intérêt de l'enfant. Vous disiez tout à l'heure que ça fait 7 ans que vous exercez cette profession qui est assez nouvelle en Guadeloupe, il faut le dire. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de nœuds? Enfin, je veux dire, est-ce que la situation est conflictuelle très souvent en Guadeloupe entre parents et enfants? Alors, nous, en Guadeloupe... Sans entrer dans les détails, mais enfin, d'une façon globale et générale. En Guadeloupe, malheureusement et bien heureusement, puisque cela aussi ses avantages, quand il y a une situation de séparation, il n'y a pas que le couple conjugal, donc père et mère, qui est concerné. Donc, il y a souvent la famille élargie qui peut intervenir dans ces situations. Et malheureusement, quand les personnes viennent en médiation, parfois, elles ne viennent pas seules en médiation, même si physiquement, elles sont là seules, elles ne viennent pas forcément seules. Elles viennent avec des a priori, avec des paroles dites, rapportées, avec des décisions qui sont parfois prises, mais en dehors de leurs propres souhaits, et ce qui peut créer parfois un frein à la médiation. Donc, c'est vrai que la médiation... Alors, moi, j'exerce nouvellement cette profession, puisque nouvellement, ça fait 7 ans quand même. Oui, mais c'est neuf, quand même, hein. Voilà, mais cela fait quand même 16 ans que l'association existe dans le département. Oui. Et la médiation en elle-même, la médiation familiale existe depuis 1985. Vous faites des statistiques de médiation, savoir à peu près combien de cas qui ont été évoqués par année. Par exemple, on est à la fin de l'année, on a une idée de ce qui a été, comme vous avez pu dénouer pour 2015? Alors, en 2015, statistiquement parlant, nous avons mené près de 200 médiations avec un pourcentage de réussite qui avoisine les 45%. 45%? Voilà. Donc, réussite, entre guillemets, je m'entends bien, de protocoles d'entente, d'accords, verbaux ou écrits. Et les 55 restants alors? Sachant que dans les 55 restants, il ne s'agit pas d'échecs, puisque les personnes parfois trouvent des accords en dehors de la médiation, pour lesquels nous ne sommes pas informés, et parfois il s'agit tout simplement de renouer la communication entre les personnes sans pour autant aboutir à un protocole d'entente. Et sachant également que quand les personnes viennent par le biais judiciaire, puisque la médiation aussi peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales, il arrive qu'elles ne trouvent pas de terrain d'entente en médiation, mais que lors de l'audience au tribunal avec le juge aux affaires familiales, ils arrivent assez facilement à trouver un protocole d'entente ou un accord, ou à accepter tout simplement la décision du juge parce qu'ils auront fait cet essai en médiation et n'ayant pas trouvé par eux-mêmes un accord, à ce moment-là, ils respectent la décision du tribunal plus facilement. Alors, en résumé, Mirella? En résumé, il est très important pour l'enfant de pouvoir vivre avec ses deux parents. Oui. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans le couple, peu importe la situation conjugale antérieure, il faut bien différencier la conjugalité de la parentalité et ensuite que chacun des deux membres du couple conjugal, ex-couple conjugal, du couple parental, ex-couple parental, puisse accéder à cette coparentalité et faire en sorte que l'enfant puisse évoluer dans les meilleures conditions possibles. Également privilégier la part des choses quand il y a des compagnons additifs ou substitutifs qui ne soient pas dénigrés, que les parents biologiques ne soient pas dénigrés non plus au profit de ces parents additifs ou substitutifs, mais que chacun puisse avoir sa place, son rôle à jouer auprès de l'enfant, le tout étant que l'enfant puisse évoluer dans un contexte psychosocial le plus favorable possible. Dernière chose, votre tâche est facile en Guadeloupe d'une manière générale? Alors, nous sommes une société dans laquelle l'intrusion d'une tierce personne, aussi neutre puisse-elle être, est encore à travailler, mais sinon les personnes se déplacent de plus en plus, les personnes font appel à la médiation et acceptent les propositions de médiation le plus facilement, avec beaucoup plus de facilité en tout cas qu'auparavant. Alors, comme chaque fois en fin de chronique, je vais vous demander de rappeler les jours et lieux de contact ainsi que le numéro de téléphone, de manière à ce que les gens qui nous regardent, si vous avez des problèmes avec vos enfants en coparentalité ou
en parlant addictif, je viens d'apprendre quelque chose, ou substitutif, ben voilà, avec Mirella Valerius et son équipe qui se trouve à Basse-Terre. Alors nous avons plusieurs sites d'accueil. Le siège de l'association est sur Pointe-à-Pitre, donc au 13 quai Lefebvre. Donc pour tout contact, vous appelez l'association, la secrétaire se fera un plaisir de vous accueillir ou oralement en tout cas, par téléphone au 05 90 83 23 04. 83 23 04. Sinon, nous avons d'autres sites d'accueil à Basse-Terre, à Marie-Galante, au Moule, à Petit-Canal, pour lesquels, en tout cas, il faut prendre un rendez-vous à Pointe-à-Pitre, donc au numéro que je viens d'énoncer, le 83 23 04. Bien, on l'a noté et puis on vous donne rendez-vous dans un mois à peu près, c'est ça? Tout à fait. On est le 7, alors probablement aux environs du 7 février. Nous aurons l'occasion, une fois de plus, de recevoir Mirella Valerius pour cette chronique sur la médiation familiale, très importante dans une société quelquefois troublée. Voilà, il est pratiquement 13h27. On va prendre une pause de publicité avant de se retrouver pour clôturer ce journal, en espérant que nos deux avocats seront tout à l'heure vers 13h30 arrivés pour la chronique juridique. Voilà, 13h33 dans le ZCL, dernière partie. Et là, justement, on va partir en direction de Paris. Hier, je vous parlais de cette manifestation qui se tient chaque année en France, qui s'appelle la 10e édition des Talents de Guadeloupe. Maurice Cessé avait donné quelque part hier le déroulement de cette manifestation. Il fallait voir aussi le résultat, c'est-à-dire la remise des prix. C'est justement le sujet de ce reportage que vous découvrez en même temps que moi. Sévérien, 24 ans, mais 26 ans maintenant. Bon, mais chef d'entreprise employant une quinzaine de personnes. Bravo. Eh bien, je suis très honoré d'avoir reçu ce prix aujourd'hui pour Talent confirmé d'Outre-mer. C'est, je pense, une initiative excellente qui permet de réunir un grand nombre de personnes qui sont très méritantes par leur parcours. Donc, moi, je suis un peu étonné en fait d'avoir été sélectionné déjà et en plus en talent confirmé parce que je suis assez jeune et j'ai 26 ans. On m'a dit bon bah écoute pour l'entreprise que tu as pu créer, on souhaite te récompenser. C'est quelque chose de très flatteur dans un premier point et très encourageant parce qu'aujourd'hui je dirais que c'était très positif d'avoir tous ces ultramarins aujourd'hui réunis qui s'illustrent par leur parcours d'excellence et qui montrent à quel point il est possible d'exploser le plafond de verre. Et j'ai bien d'exploser parce qu'aujourd'hui il y a de grandes contraintes, de grandes difficultés pour pouvoir évoluer dans les milieux d'excellence, surtout quand on vient des Outre-mer en réalité. Donc je dirais, ma réaction, c'est ravi. Oui, eh bien, je suis vraiment très très honorée d'avoir reçu une telle distinction et je trouve que je dois dire merci au Casonome d'exister et de porter au plus haut de telles manifestations, de pouvoir mettre en lumière de tels profils. J'espère que ça va donner aux jeunes réunionnais qui sont issus d'un milieu assez modeste, de pouvoir justement aspirer à des carrières d'excellence. Et j'espère que grâce à ce genre de manifestation, ce sera mieux pour les autres. Bonjour à tous, donc je suis cofondatrice du premier réseau professionnel des jeunes d'Outre-mer qui s'appelle Jeunesse Outre-mer. Merci beaucoup, très utile. Juste pour dire un mot, j'aimerais remercier le Casodome pour ce prix et cette distinction dont je suis très fière, et des partenaires de Jeunesse Outre-mer que je vois dans la salle, que je ne peux malheureusement pas nommer, et puis les membres qui sont très actifs de Jeunesse Outre-mer, notamment le cofondateur Loïc Iscaïès et mademoiselle Laurine Bozin qui travaille dur avec nous. Voilà. Aujourd'hui, je travaille chez 3M, donc c'est une société particulièrement qui met la science au service de la protection des personnes sur les lieux de travail, donc les personnes qui évoluent près de produits qui sont dangereux pour la santé, ou des personnes, les groupes d'intervention spéciaux, par exemple force de police, gendarmerie. Au restaurant gastronomique où je fais la cuisine antillaise, de toute façon je fais toiler. Bravo, bonne fête. Je suis ingénieur en aéronautique spécialisé en gestion du trafic aérien. Eh bien, bravo. Eh bien, en fait, je conçois des intelligences artificielles pour machines. Et en ce moment, pour des machines qui permettent de trier du courrier et des paquets dans les centres de tri pour la poste.
Reportage donc de Maurice Cessé à Paris, où on a vu finalement la réception de tous ces talents d'outre-mer. Alors, on va revenir à une chronique, c'est la seule émission du paysage audiovisuel guadeloupéen. On peut trouver 2 chroniques dans la même journée. Aujourd'hui, on avait la médiation familiale et là, on va passer à un autre domaine plus particulier. C'est notre chronique habituelle du jeudi, l'aide juridictionnelle, avec Maritza Bernier, bonjour. Bonjour. Et bonne année. Bonne année aux téléspectateurs et à vous également. Et France Calvert, bonne année, respect quand l'année là est passé bien bas. Bonjour, bonne année aussi pour tout le monde. Donc, couler sous les affaires qui disent, ça, notamment le 14 janvier bientôt. Alors, l'aide juridictionnelle, qu'est-ce que c'est exactement, Maritza? Alors, en principe, lorsque l'on est parti à un procès, que l'on soit en demande ou en défense, il y a un certain nombre de frais à exposer, notamment des honoraires d'avocat, des frais d'huissier, éventuellement des frais d'expertise. Et précisément, l'objectif de l'aide juridictionnelle est de permettre aux personnes les plus démunies de pouvoir ester en justice, c'est-à-dire d'agir en justice, mais sans bourse déliée, en fait. Oui. Donc voilà un petit peu le principe, c'est de se dire que finalement, pour certaines personnes dont les revenus vont être modestes, les frais de justice vont être payés par la solidarité nationale et précisément par l'État. Alors, France, qui j'en sais qu'à mettre en place réellement l'aide juridictionnelle? Est-ce qu'il y a des fiches de PA, il y a des niveaux de salaire, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est-à-dire que on monde innommable, il veut créer un monde au tribunal. Ou alors, ils recevront un papier, ils vont crier devant le tribunal. Or, quand il n'est pas bon, il va dans l'argent. À ce moment-là, ça, il fait une demande d'aide juridictionnelle en tribunal là, et il dit, parce qu'il y a un plafond, il dit qu'il n'est pas dans l'argent et qu'il n'y a prouvé que justement il n'est pas dans l'argent, par exemple, il y a un chômage. Ou alors, ça, il y a peut-être un RSA. Ou alors, peut-être, il ne va pas toucher rien même. Voilà ça. Donc, on a prouvé ça et qui fait des mandats. Et il y a accordé l'aide juridictionnelle ou pas accordé. Mais ça qui dit, c'est qu'il faut savoir qu'il ne suffit de dire que quoi n'est pas bon, qu'il n'y a pas l'argent, et qu'il y a un gens qui couillent les gens, qu'il n'y a l'aide juridictionnelle. Parce que ça arrive, des gens qui travaillent, qui gagnent vie relativement bien, ils ont fait quand même une demande d'aide juridictionnelle pensant qu'il y a couillent les gens. Et c'est pour ça que décision là, sa décision d'aide juridictionnelle est prise par un bureau. Et bureau là, a une possibilité de contrôler, de vérifier est-ce que le revenu qu'on a déclaré, est-ce que c'est vrai ou pas. Il peut demander la banque, quelle situation à Mouna, il peut demander la sécurité sociale, quelle situation à Mouna, il peut demander aussi les impôts, quelle situation à Mouna, etc. Donc c'est un peu ça, un monde qui n'a pas d'argent et qui a montré qu'il n'y a pas d'argent, mais qui n'a pas contrôlé est-ce qu'il a menti, est-ce qu'il n'a pas menti. D'accord. Alors, Maritza, quand et pourquoi on peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle? Oui, donc effectivement, comme on vous l'a dit, on peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle avant un procès, c'est-à-dire on se place en amont, on va lancer une procédure. On peut demander aussi à bénéficier de l'aide juridictionnelle en cours de procès. On a commencé à se défendre seul. Finalement, on se rend compte qu'on aura besoin des lumières d'un avocat. Donc, on dépose une demande d'aide juridictionnelle. On peut aussi demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision de justice. Vous avez gagné un procès, il faut faire exécuter. Vous pouvez demander à ce qu'on désigne un huissier au titre de l'aide juridictionnelle. Alors, France, qui sont les gens qui ont bénéficié de protection juridique là, ça? À qui gens ça a organisé ça concrètement? C'est-à-dire que au sein des gens qui ont des contrats d'assurance et qui a dans le contrat une protection juridique. Ouais. Ça veut dire que la compagnie d'assurance là, si on a un problème à la loi, il y a un avocat. Un avocat. Et qu'en principe, même si mon accord n'est pas bon, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de souci avec. Parce que la compagnie d'assurance qui a un avocat, par conséquent, qui est représenté ou assisté devant le tribunal, là, par la protection juridique.
Alors, Marie-Lisa, quand deviennent les honoraires versés avant l'attribution de l'aide juridictionnelle? Effectivement, quel que soit le bénéficiaire, que ce soit un huissier, un avocat, les personnes qui auront bénéficié d'honoraires ou de frais, eh ben, ça leur reste acquis, puisqu'à l'époque, vous n'étiez pas encore bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. D'accord. Alors, dernière question. Si on voulait ni aide juridictionnelle, là, ni mon cas gardé là, qui ni sûrement des babes, des problèmes, quand il y a fait ou là, il y a voulu lettre là, qui gens est-ce que il y a choisi avocat là ou qui ça va passer? Ah bien, en tribunal, en tout cas, la prendre, mais c'est ce même bitin là, ni ou à l'accueil. Et mon ni un formulaire qu'on a rempli, qui décide qu'il y a une demande d'aide juridictionnelle. Mon a rempli un formulaire là, il a commandé un certain nombre de pièces, il a baillé ces pièces là, et là, le dossier est rempli, il a signé, il a rapporté à l'accueil, et il a attendu de voir quelle décision qu'il va prendre. Mais il n'a ni droit choisir un avocat, c'est un avocat d'office. Alors sur ce point-là, effectivement, il y a deux possibilités. Soit vous avez un avocat qui accepte de vous défendre au titre de l'aide juridictionnelle. À ce moment-là, il vous donne une lettre d'acceptation à joindre au dossier. Et le bureau désigne l'avocat choisi. Soit vous n'en avez pas, et le bureau va vous attribuer un avocat. Alors, question subsidiaire, qu'est-ce qu'on appelle l'avocat commis d'office? Pour un prévenu, pour quelqu'un qui a un problème? Mais sans question de formulation. Ouais. C'est-à-dire qu'on va parler des avocats commis d'office au pénal. Ouais. C'est-à-dire là, on a un problème avec la police, avec la gendarmerie, il y a devant un juge d'instruction, etc. Bon, il a dit, il panie l'agent, c'est toujours le même bidin là, d'un camarade, un avocat commis d'office, que le bâtonnier qui a décidé, bâtonnier des avocats. Et c'est ça la différence. Mais il leur va ouvrir à présent une affaire, bon, disons, civile. Par exemple, on a doué l'argent, on a doué le loyer, etc. À un moment là, ça, c'est qu'il a changé de formulation. Non, c'est aide juridictionnelle, quoi. D'accord. Mais c'est fondamentalement des gens qui ont un problème avec la loi et qui n'ont pas bon financièrement de commander à l'État de payer avocats là-bas et de payer les huissiers et etc. Dernière question, Marie-Lisa, l'aide peut être retirée, l'aide juridictionnelle peut être retirée? Oui, et ça c'est important qu'on le sache. Dès lors que vous aurez fait des déclarations mensongères pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'on le découvre, effectivement, l'aide peut être retirée. Tout à fait. Simplement, il n'y a aucune pénalité, rien du tout. Elle vous sera retirée, vous n'en aurez pas le bénéfice en tous les cas. Alors, dernière question encore, mais je pose la question. Du point de vue de l'avocat, l'aide juridictionnelle, c'est une bonne affaire pour l'avocat? Financièrement parlant. C'est-à-dire qu'un avocat, fondamentalement, son beau, en principe, il pas courir des doigts l'argent. On ne pas dire que son labé, non sorte de mission, mais avant tout, il voulait défendre mon. Oui. Et si vous voulez, défendre, nous savons que dans la société, il est divisé en classes, ni ça qui paie et ça qui ne paie pas. Et voilà, l'avocat, en réalité, c'est des vignes à ses coups, à partir du principe que tout le monde est droit en défense, quel que soit mon là, quel que soit ça effet. Ça qui n'est l'argent, paye pour un avocat, donc il faut que ça qui paye l'argent, paye pour un avocat, pour un équilibre entre les citoyens, et un équilibre, si vous voulez, devant la justice. Donc c'est dans ce sens-là qu'un avocat qui intervient et que l'État lui-même d'accord avec ça, qui a payé l'avocat là. D'accord. Merci. Très peu, mais qui a payé. Dernier mot peut-être. Oui, moi je voulais confirmer les propos de mon confrère, puisque les plus belles affaires ne sont pas forcément celles qui rapportent le plus, en fait. Heureusement, oui. Voilà. Oui. Ou heureusement. J'en veux pour preuve votre confrère Vergès qui est mort pratiquement dans la pauvreté et qui a défendu des affaires vraiment extraordinaires. Il n'est pas le seul. C'est vrai que on ne meurt pas riche quand on est avocat, c'est ça? Non. Non. C'est pas ce qui fait finalement. Voilà, non, du tout, c'est pas le moteur en fait. Ouais, c'est pas le moteur. Ok, bien on l'a bien noté. En tout cas, si vous avez besoin d'aide juridictionnelle pour un bas besoin, je sais ce qu'il faut faire. C'est un tribunal basset rempli plein de documents là. Pour la pointe aussi. Pour la pointe aussi. Et à un moment là, ça, vous connaissez aide juridictionnelle. Voilà. Qu'il est hier, il est exactement regardez 13h46 dans ZCLA là. Le 7 et nous avons bouté vers
carnaval, puisque c'était donc dimanche passé, commencement à carnaval dans la rue La Pointe et Bastet, tout côté. Il y a en tout cas aussi M. Colomb, président office guadeloupéen du carnaval. Et donc, la plupart des groupes carnaval actuellement, il y a un entraînement, il y a préparé, et c'est comme ça, nous avons fait une enquête, nous avons vu côté un groupe qui reste là, qui décatement, c'est reportage à M. Yanis Pekinyo. Nous allons regarder. Fait un point en l'air, vous savez, le cas en la rue là, faut que on parle là des sorties que nous organiser nous-mêmes. Faut que met là-bas une autorisation, par contre qui en la rue là comme ça, bim pauté. Donc les bitins viennent difficiles au niveau de la réglementation. Donc nous avons fait le devoir. Et ce point là, c'est un des cafés éveillés parce que des fois, on ne peut pas toujours comprendre les décisions que nous sommes obligés de prendre au niveau du conseil d'administration là. Donc c'est important de là faire les points. Les carnavals qui a commencé comme ça, de faire point là avec eux pour expliquer eux, point par point. Jean Bitin là a fonctionné et qui Jean nous peut aller. Alors, amélioration, bon, on a dit des points, on a parlé de l'entente. En tout cas, l'entente, que les gens entendent, que vraiment, que sont faites, que les carnaval, que sont faites. Des fois, nous avons que c'est un petit peu trop de déchirement, mais ça est souhaitable que c'est un petit peu pile amour, que tout le monde participe, en fait, là, tout le monde contribue à ces questions belles fêtes. Et en Kevin aussi, deuxième point, santé souhaité, c'est qu'au niveau sécurité, que vraiment les nous viennent, puisqu'elles sont faites, les nous viennent en fait là, que nous viennent en toute sécurité, que nous pas, des fois nous pas partir, mais premier bitin nous va changer. Mais on dit moi en tant que président, parce que là on dit que ça pas facile. Là on va partir à casa moi et moi FMAS. Préoccupation première, est-ce que nous rentrons entier? Au niveau de la sécurité là, soit moi c'est que les nous venons faire masse, nous venons prendre pied en nous avons fait en toute sécurité, en toute quiétude, que pas ni problème, que nous pas censés rencontrer problème, nous censés qui amuser nous et permettre parce que nous en public à regarder nous, les touristes qui viennent pour ça, qui viennent regarder ça, faut pas qu'à chaque fin à carnaval ou le carnaval fini que nous attendons que tenir un problème, hier tenir qui bitin, non, ça nous voulons attendre c'est que ça a bien passé, ça t'est belle, tout le monde a félicité, travail là qui fait là, ça est en la rue là. Restant là, on groupe en région, on j'ai aucune occasion de voir ces jours-là, ça, encore rappeler les autres, si ils pas ça, c'est week-end-là, ça, Gozieval, c'est festival carnaval en commune Gosier, il y a un paquet de bitins qui est fait, alors si en secteur là, ça, pas manquer de jeter un yeux. On retourne, alors qu'il est pratiquement 2h moins 10 dans le ZCL, pour vous donner une rapide information avant de se quitter. C'est se tient depuis hier le grand salon high-tech, c'est-à-dire toutes les nouveautés du monde dans la technologie, ça s'appelle le CES, ça s'est ouvert donc à Las Vegas, aux États-Unis bien sûr. L'une des particularités de ce salon, c'est qu'il ne se contente pas de mettre en avant les nouveaux téléphones mobiles ou les téléviseurs dernière génération, mais là, c'est découvrir aussi des innovations en matière de nouvelles technologies, les drones, les montres connectées, les réfrigérateurs intelligents. Vous savez que maintenant, votre réfrigérateur peut vous dire s'il y a suffisamment de yaourt, il manque du lait, si la viande est bonne, etc., etc. Ce qu'on appelle le réfrigérateur intelligent, qui vont demain vous aider à faire vos courses, parce que le réfrigérateur vous enverra un petit message sur votre portable vous disant « Attention, il ne reste plus beaucoup de lait pour le petit déjeuner de demain ». En tout cas, le marché français des objets connectés, d'après ce disent les experts, pourrait peser bientôt 500 millions d'euros
pour 2016. Le CS, c'est donc à Las Vegas. Ça a ouvert ses portes depuis hier. Voilà, c'est avec cette information qu'on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouve demain, comme d'habitude, à la même heure, à 12h30 dans le ZCL, avec toutes les équipes de Canal 10. On salue en passant Yann, mais aussi bien sûr l'équipe de notre ami Harold qui fait le maximum pour couvrir l'information au quotidien pour le ZCL. Prochain rendez-vous d'information, ce sera ce soir vers 18h30. Sinon, nous, on se retrouve demain. Et si vous avez raté cette émission et surtout les chroniques de cette émission, vous avez la possibilité de vous rattraper sur le www.zcl.tv. www.zcl.tv, il m'a acquis là, je crois, vous voyez, pas moyen inventé. Voilà, il disait moins 10 exactement, 13h51. On se retrouve demain et on vous salue. Bon appétit si vous n'avez pas terminé.